Elisabeth Norbach, Ta vie s'arrête ici. Extrait 2. Traduction, Anna Postel. En juin, après 9 mois de détention provisoire, j'ai été transférée dans la prison pour femmes la plus connue de Suède, en périphérie d'Örebro. Un officier de probation m'y accueille et m'explique que cet établissement est un microcosme bien pensé. On n'y manque de rien. Une unité médicale, une laverie, une cuisine supervisée par des chefs, des agents d'entretien, des ateliers. Il y a même des parloirs avec des jouets pour les enfants qui rendent visite à leur mère détenue. De même que le matin où j'ai été coffrée et placée en garde à vue, on m'enjoint de me déshabiller pour subir une fouille approfondie. L'une des agentes m'ordonne d'écarter les jambes et de me pencher en avant. Je me retourne, relève mes cheveux. Quand l'inspection est terminée, on me réclame un échantillon d'urine. La femme pose un bassin dans les toilettes situées à côté, me demande de m'asseoir et de tendre les bras devant moi pour qu'elle puisse voir mes mains. Je ferme les yeux. Je me soulage en me disant que jamais, jamais je ne m'habituerai à être observée pendant que je fais mes besoins. Lorsque j'ai terminé, je peux enfiler les vêtements fournis par l'administration pénitentiaire. Une culotte à l'élastique distendu, un soutien-gorge à armature affreux et mal taillé, un jogging gris trop long pour moi, un t-shirt assorti trop moulant. On vérifie mon identité, on constate que j'ai 30 ans. Pour une raison qui m'échappe, on me dit que c'est un bon âge. On me tire le portrait et on m'emmène dans la prison. Il faut ouvrir un nombre incalculable de portes et de grilles, certaines à l'aide de clés ou de badges magnétiques, d'autres grâce au concours de personnes que nous ne voyons pas, mais qui, elles, épient notre progression derrière des écrans de vidéosurveillance et autorisent notre passage. Chaque fois, on entend un bourdonnement assourdissant, et je me dis que ça va me rendre dingue à la longue. La zone de l'autre côté du bâtiment est plus vaste que ce que je voyais depuis la route. Plusieurs édifices, construits sur un terrain en pente qui descend vers un lac, sont séparés et cernés de murs épais, équipés de projecteurs et de caméras. À quelques mètres de ceux-ci se dresse une haute clôture coiffée de barbelés infranchissables. Mais visiblement, cela n'est pas suffisant, et un dernier grillage sépare la prison des champs environnants. 2 hommes, chacun accompagné d'un berger allemand, longent l'enceinte. L'un rit à une plaisanterie que l'autre vient de faire. Ils ne parlent pas de ce qui se déroule ici. Ils ont une vie qui les attend à l'extérieur et laissent la prison derrière eux quand la journée est finie. À la buanderie, on me distribue des draps et 2 serviettes, et on m'informe de l'heure de dépôt et de retrait de mon linge. Nous ressortons, et j'aperçois quelques femmes qui fument dans un espace grillagé devant ce qu'on appelle la fabrique. Vêtues du même uniforme que moi, elles sont surveillées par des gardiens en rangers, matraque à la main. L'officier qui m'a accueilli se trompe. Bikopsberg n'est pas un microcosme bien pensé. C'est une navette spatiale aux confins de l'univers, où nous sommes condamnés à des travaux forcés, et qui est régie par un système de règles qui lui sont propres. Nous nous trouvons très loin de chez nous, exclus de la civilisation pour une durée indéterminée. Les femmes nous regardent avec curiosité, et l'une d'elles secoue le grillage et émet un sifflement sonore à notre passage. Ma cellule est plus grande que dans la maison d'arrêt. 10 mètres carrés contre 7 là-bas. Ici, il y a la place pour un bureau à droite du lit étroit fixé au mur. Au pied du lit, une armoire agrémentée d'un téléviseur. J'avise un lavabo, mais pas de toilette. Elle se situe au fond du couloir. Le garde m'explique que je dois utiliser un pot de chambre après la fermeture des cellules à 20h et jusqu'à 8h du matin. Je dois le vider au WC et le nettoyer consciencieusement. Au-dessus du bureau se trouve une petite fenêtre grillagée avec une vitre en verre incassable qu'il est impossible d'ouvrir. Je pensais voir la forêt et les champs au dehors, mais le mur en béton se dresse et dissimule le paysage. C'est ici que j'avais purgé ma peine à perpétuité.